Après la seconde guerre de l'opium, qui se termine en 1842, la Chine est plus affaiblie que jamais. Les conditions du traité de paix sont très dures. La dynastie Qing est fortement discréditée pour son impuissance sur de multiples domaines. Premièrement, la guerre évidemment, mais aussi son impuissance à secourir les victimes des catastrophes naturelles qui touchent la Chine. Une famine horrible dans les Sichuan sévit entre 1839 et 1841. Des inondations en 1849, en 1851 et 1855, année où le fleuve jaune sort de son lit, tuant des dizaines de milliers de personnes. Surtout, en dehors des guerres ou des causes naturelles, la misère règne dans l'Empire. Un jésuite écrit en 1833 « La misère est telle que les gens vendent femmes et enfants et se nourrissent d'écorces d'arbres quand il en reste. » Toutes ces catastrophes sont perçues par les gens comme le signe que la dynastie perd son mandat du ciel et n'est plus légitime. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres se nomme Hong Xiuquan, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui va rater 4 fois le Shengguan, premier degré des examens d'entrée dans la fonction publique, extrêmement dur à intégrer. Pris de folie par ses études et ses échecs, il va avoir une vision qu'il va finir par interpréter comme signifiante qu'il est le deuxième fils de Dieu et qu'il a pour mission de mettre fin à la dynastie mandchoue des Qing. En 1844, un de ses disciples, Feng Junshan, commence à prêcher. Il crée la Société des adorateurs de Dieu. Au fil des ans, de nombreux arrivants, très souvent des mineurs ou des paysans qui se rallient à la cause. 6 ans plus tard, 1850, c'est l'année de la préparation au combat. On grave dans la tête des fidèles qu'il faut passer à l'action. On rassemble des armes qu'on distribue secrètement. En décembre de la même année, commence la révolte des Taiping, qui signifie Grande Paix. Les massacres se multiplient et le 19 mars 1853, l'ancienne capitale des Ming est prise. Nanking est donc renommée Tianjin, capitale céleste, et devient capitale du royaume des rebelles. L'armée des Taiping contrôle ainsi une grande partie de la Chine du Sud, là où se concentrent les populations. Des réformes positives et modernes sont mises en place par les rebelles. Abolition de l'esclavage, de la polygamie et du bandage des pieds. L'égalité des sexes est instaurée, mais avec une séparation cependant. Les terres sont réparties entre habitants, les récoltes, les vêtements, l'argent est mis en commun. La société est très hiérarchisée et ressemble cependant à une secte, c'est-à-dire que les habitants sont obligés d'assister aux offices religieux qui se déroulent toutes les semaines. Les décisions sont très centralisées et l'argent excédentaire est remis au trésor public. Mais il y a aussi des réformes extrêmement dures comme la peine de mort pour l'homosexualité, l'interdiction du tabac et de l'alcool, l'interdiction de vivre en couple, d'avoir des relations sexuelles ou même l'abolition de la propriété privée, sorte de prémisse du communisme. Mais alors pourquoi l'empire Qing n'arrive pas à vaincre les Taiping? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empire il est terriblement affaibli depuis la première guerre de l'opium. Surtout, il fait face à plusieurs autres révoltes comme celle des Nian au nord ou des Dunganes dans le Turkestan chinois. Finalement, les Taiping ils vont se vaincre eux-mêmes. Les règles d'égalité ne sont plus vraiment respectées, les dirigeants s'enrichissent et pratiquent la polygamie. Les paysans qui constituent la masse des fidèles sont délaissés. Les dirigeants se mettent à faire la guerre entre eux. L'unité vole en éclats. De septembre à octobre 1856, le massacre des Tianjin a lieu. C'est une série d'assassinats entre les principaux chefs de la révolte des Taiping, qui va plus qu'affaiblir les Taiping. À partir de 1860, les Britanniques décident d'intervenir contre les Taiping pour protéger leurs intérêts commerciaux, comme d'habitude. En effet, les Taiping sont isolationnistes et appliquent la tolérance zéro sur l'opium, alors que les Qing ont fini par s'ouvrir de force. Ils pratiquent une tolérance zéro sur l'opium et essayent à plusieurs reprises de s'emparer de Shanghai, dont le port est ouvert aux Occidentaux et constitue la principale porte d'entrée sur la Chine. Il va s'ensuivre une série de batailles entre les Qing et les Britanniques contre les Taiping qui vont être qu'une série de défaites pour les rebelles. En fait, il faut se rendre compte de la grandeur des armées, surtout pour l'époque. Les Taiping sont environ 3 millions, dont 100 000 femmes, ce qui constitue une véritable particularité. Qing, associés aux Britanniques, sont environ 2 à 4 millions. En 1864, Nanking, qui avait donc été renommée Nanjing par les rebelles, est reprise. C'est la fin officielle de la guerre, même si la paix ne reviendra réellement qu'en 1871. Cette guerre civile a coûté la vie à plus de 30 millions de Chinois
et a totalement aggravé la destruction et la pauvreté extrême de l'Empire Qing et donc de la Chine tout entière. Il ne faut pas oublier qu'en plus de tout ça, une seconde guerre de l'opium a eu lieu entre 1856 et 1860, en parallèle de la révolte. Le 8 octobre 1856, l'incident d'Arrow a lieu. La police chinoise arrête à Canton un bateau de pirates chinois. Jusqu'à là, rien de grave. Cependant, les Britanniques vont délibérément mentir et affirmer qu'il s'agit d'un navire qui arborait le drapeau britannique. Les Chinois vont obtempérer et libérer les captifs, ce qui va apaiser la situation. Mais les Britanniques, en fait, ne vont même pas chercher à avoir une excuse pour attaquer. Ils vont tout simplement bombarder Canton avec leur flotte pendant 3 semaines, suivi d'un débarquement de 5000 soldats. 4 ans plus tard, le 5 octobre 1860, les Britanniques pillent le palais d'été. Véritable merveille, sorte de Versailles chinois. Le 13 octobre, Pékin est prise par les Occidentaux et le 24 octobre de la même année, un traité de paix est signé sous le nom de Convention de Pékin. Il impose la liberté de culte pour les chrétiens chinois, le paiement d'une énorme amende, la cession perpétuelle de terres pour agrandir la colonie de Hong Kong, ainsi que la cession à l'Empire russe de la Mandchourie extérieure. Mais surtout, l'autorisation pour les Britanniques d'emmener de la main-d'œuvre chinoise aux Amériques, véritable forme de quasi-esclavage. Vous le voyez donc, alors que nous sommes en 1871, marqué par un retour plus qu'attendu à une relative paix dans l'Empire, dont le souverain est l'empereur Tongzhi depuis 1861, la situation n'est pas vraiment idéale. L'Empire a toujours les mêmes problèmes qu'avant la révolte des Taiping, pire, ils sont plus graves. Cependant, des réformes vont être mises en place pour moderniser le pays. Alors, la dynastie Qing va-t-elle réussir à se relever et à redevenir l'empire du milieu, le phare du monde? Réponse dans le prochain et dernier épisode de cette série. Merci à tous et à la prochaine. A bloody Oriental war against all nations of the diplomatic corps. The flags of France and Britain, how they fluttered in the breeze. The Italian and the Russian, and the flag of the Japanese. Then came the sound of bugles, the rolling drums of doom, and the streets of Peking were as empty as a tomb. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. The Empress of all China gave the signal to begin. Let the foreign devils be driven from Peking. They stormed the French legation. They attacked with shot and shell. And they came in blood-red blouses, screaming "Shao Shao" as they fell.